Je suis très impressionné par cette discipline. Et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. C'est ma 4e rentrée solennelle, donc j'ai toujours de l'énergie à revendre. Je ne sais pas si au bout de la 22e ou de la 23e, parce que je crois que j'ai 23 rentrées solennelles, ce sera toujours le cas. Donc je suis très heureux d'être avec vous et évidemment très heureux de recevoir ce soir, c'est un honneur pour nous, la secrétaire d'État, Laurence Boone. Chère Laurence Boone, Madame la secrétaire d'État, Monsieur le doyen, cher Philippe, Madame la directrice exécutive, chère Anne-Célia, Madame la directrice de la formation initiale, chère Anne-Solène, chères étudiantes, chers étudiants. C'est une rentrée solennelle importante. C'est une rentrée solennelle importante. Vous avez encore quelques jours pour vous égayer. Et puis lundi, ça va commencer dur. Ça va commencer dur. Le programme, et j'ai regardé, c'est quand même très sérieux. Évidemment, vous n'allez pas chômer. Vous avez des maquettes pédagogiques qui ont été confectionnées avec soin par toutes les équipes de l'École d'affaires publiques. Et je peux vous dire que vous n'allez pas vous ennuyer et que ça va être absolument passionnant. Quel meilleur moyen pour vous d'ouvrir cette nouvelle page de votre vie scolaire que d'échanger avec celle qui porte haut et fort les couleurs de l'Europe au sein de notre gouvernement. Les questions européennes, c'est important de le souligner, seront au cœur du projet pédagogique de l'École d'affaires publiques, et que vous soyez ou non en master questions européennes, vous aurez des cours qui traiteront de l'Europe, tant d'un point de vue institutionnel que stratégique. Nous avons par ailleurs revu et adapté notre préparation au concours européen. Philippe Martin vous en dira un mot, et je me félicite d'ailleurs que vous soyez un très grand nombre, un nombre d'ailleurs inédit, à vous y être inscrits. Madame la ministre, chère Laurence, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez été pendant plusieurs années membre du conseil stratégique de l'École d'affaires publiques. C'est une école que vous connaissez. Vous avez enseigné par ailleurs, non pas à l'École d'affaires publiques, mais à PSIA. Et c'est une forme de fidélité que vous faites à Sciences Po. Et donc, nous en sommes très heureux. Merci aussi de votre présence, parce que vous portez depuis plus d'un an la voix de la France en Europe, et notamment sur des programmes et sur des ambitions extrêmement fortes. Je pense à la question de la réindustrialisation. Comme l'a dit Angela Merkel, à qui nous avons remis un doctorat honoris causa il y a peu, l'Europe a besoin de passion, elle vit de passion. Et à Sciences Po, nous ne manquons pas de passion pour renforcer notre identité européenne. Vous le savez peut-être, depuis 20 ans, la plupart des grandes universités de sciences humaines et sociales ont un peu délaissé l'Europe, l'objet institutionnel européen. Et à Sciences Po, nous souhaitons remettre l'Europe au cœur. Nous avons signé récemment un partenariat, notamment avec l'Institut Jacques Delors, qui est un grand think tank européen. Nous avons eu beaucoup d'invités et de dirigeants européens à Sciences Po, et nous renforçons aussi les cours sur l'Europe. Cela correspond à une conviction que nous avons, et ça correspond aussi, je le sais, à une conviction que vous avez. Depuis le Covid, depuis la guerre en Ukraine, la tangibilité du supplément d'âme et du supplément d'utilité européen est très claire. Qu'il est loin le temps où François Mitterrand disait en 1977 « Quand l'Europe ouvre la bouche, c'est pour bâiller ». Vous êtes donc 929 étudiants à entrer en première année à l'École d'affaires publiques cette année. Bienvenue évidemment aux élèves du collège universitaire et bienvenue aux 348 étudiants qui rejoignent Sciences Po pour la première fois. Nous avons veillé à vous sélectionner avec soin, donc évidemment je vous félicite parce que vous avez passé ces sélections extrêmement tendues. Et je voulais vous dire quelques mots sur notre projet universitaire et sur l'École d'affaires publiques. Nous avons une ambition ici, c'est de former des professionnels éclairés et engagés, prêts à prendre des responsabilités et à faire face aux défis de notre temps. La singularité de notre projet universitaire remonte à 1872. Alors pardon pour les étudiantes et les étudiants du collège universitaire, issus du collège universitaire, vous avez déjà entendu cela, mais nous avons été créés en 1872 sur les ruines et les cendres de la guerre franco-prusse, qui était pas simplement une défaite militaire, mais aussi une défaite de la pensée, une défaite intellectuelle et une défaite universitaire, selon les mots de notre fondateur, Émile Boutmy. Donc l'idée, c'était de réarmer le pays, cette troisième république balbutiante, notamment avec des armes, des cartouches universitaires et intellectuelles. Et le projet de Sciences Po se résumait à 4 arêtes principales: la pluridisciplinarité, le comparatisme, l'ouverture internationale et l'innovation pédagogique. Évidemment, un mot sur la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité. Quand on vous parle encore de Sciences Pipo, c'est pour vous dire qu'on saupoudre.
à Sciences Po. Puisqu'on fait un peu de tout, on ne fait de rien. Et en réalité, l'interdisciplinarité n'a jamais été aussi essentielle au regard de la complexité du monde. Et je peux vous dire, pour avoir travaillé en entreprise, qu'aujourd'hui, les employeurs recherchent justement cette interdisciplinarité. Le fait d'être monodiscipline est plutôt un inconvénient, plutôt qu'un atout. Et cette interdisciplinarité que nous vous offrons est évidemment quelque chose de très fort et de très important. Un mot sur l'école d'affaires publiques. Vous savez que cette école a été créée en 2015. Elle incarne aussi notre volonté de repenser l'action publique et les affaires publiques à travers une plus grande internationalisation, à travers aussi une plus grande académisation, donc en lien avec la recherche. Les programmes proposés par l'école d'affaires publiques s'appuient sur un fort ancrage en sciences humaines et sociales, évidemment en lien avec les grands enjeux contemporains, le numérique, l'enjeu climatique, les sciences du vivant, l'éthique, la déontologie et les innovations démocratiques. Grâce aux 800 intervenants, aux nombreuses masterclass, vous allez avoir un rythme et un programme soutenu. Évidemment, les transitions environnementales et numériques, je le disais, seront au cœur de vos formations. Il y a notamment des nouveaux cours, comme un cours sur les enjeux de la sécurité climatique ou un cours sur la régulation des plateformes numériques. Vous pourrez profiter de ces enseignements. Et puis, pour celles et ceux qui se destinent au concours de la fonction publique, alors on dit pudiquement, c'était déjà le cas à mon époque, qu'est-ce que tu vas faire? Je prépare les concours de la fonction publique. On ne dit pas je prépare l'ENA parce que ça faisait un peu prétentieux, donc vous ne direz pas je prépare l'INSP, vous direz je me prépare au concours de la fonction publique. Et donc, pour vous rassurer sur nos résultats, nous avons d'excellents résultats sur les concours de la fonction publique en général, que ce soit l'INET, l'INSP. Et dans la dernière promotion de l'INSP, 80% des admis et des admises venaient de Sciences Po. Donc pour celles et ceux qui choisissent cette voie, et je vous y encourage, pour être passé moi-même, vous êtes au bon endroit. Chères étudiantes, chers étudiants, votre engagement au sein de l'EAP dit déjà beaucoup de votre attachement à une certaine forme de justice sociale et d'intérêt pour la chose publique. Vous serez accompagné par une équipe exceptionnelle que je vous demande d'ores et déjà d'applaudir. Je pense évidemment à toutes les équipes, aux responsables pédagogiques, aux équipes administratives, mais en premier lieu évidemment au doyen Philippe Martin, grand économiste de renom, qui a présidé pendant plusieurs années le Conseil d'analyse économique, qui est absolument passionné à la fois par l'enseignement, par la recherche et par vous, puisqu'il a énormément œuvré pour améliorer les conditions de suivi, d'individualisation des parcours étudiants. Il y a une équipe pédagogique formidable. Il y a une nouvelle directrice exécutive que je tiens aussi à saluer, Anne-Célia Feutry, qui a dirigé le campus de Paris. Donc vous avez dû la rencontrer dans cette fonction. Et aujourd'hui, elle est directrice exécutive de l'école d'affaires publiques. Et donc vous avez une équipe formidable. Je vous le disais, dès lundi prochain, ça va commencer. Les 2 années qui s'ouvrent vont être denses. Il n'est pas de réussite, évidemment, qui s'obtiennent sans effort. Elles vous permettront d'acquérir à la fois ces années des connaissances, des compétences et de l'expérience. Permettez-moi de conclure en vous disant une évidence. À Sciences Po, ce sont des études, mais pas que. Si je parle à celles et ceux qui préparent les concours administratifs, la vie ne se résume pas aux grands arrêts du Conseil d'État comme Dame, Veuve, Trompier-Gravier ou Morsan-sur-Orge. La vie, c'est aussi les rencontres que vous ferez, c'est aussi toutes les associations artistiques, culturelles, tous les événements à Sciences Po. Donc, je vous disais à la fois, vous allez avoir beaucoup de boulot, mais je vous disais aussi, dans le même temps, d'en profiter, de vivre pleinement cette expérience à Sciences Po avec les 1001 initiatives que vous pourrez découvrir. Et pour tout cela, évidemment, je vous souhaite le meilleur. Vous allez être confrontés dans votre vie professionnelle future, vous n'y êtes pas encore, on n'est pas à la cérémonie de diplomation ce soir, à beaucoup de choses, aux orages du temps, aux passions tristes, aux périls climatiques. Nous aurons besoin de vous, à vous de jouer le jeu, à nous de transformer vos convictions en capacité d'action avec, s'il vous plaît, cheviller au corps notre raison d'être, comprendre son temps pour agir sur le monde. Je vous remercie. Alors, contrairement à Mathias, pour moi, c'est un événement unique. C'est ma seule rentrée solennelle.
Madame la ministre, chère Laurence, monsieur le directeur, cher Mathias, madame la directrice exécutive de l'EAP, chère Anne-Célia, chère équipe de l'EAP que j'ai vue tout à l'heure, et évidemment, chères étudiantes, chers étudiants. Alors d'abord, bienvenue à l'école d'affaires publiques qui est maintenant votre école, et je voudrais vous dire quelques mots justement sur l'EAP et les projets de transformation que nous sommes en train de mener avec Anne-Célia et avec les équipes. Vous êtes nombreux, vous êtes plus de 900. Vous venez d'horizons très différents, à la fois du collège universitaire de Sciences Po et aussi de l'extérieur de Sciences Po. Plus d'un tiers cette année, et aussi à peu près un tiers qui viennent de l'extérieur de France, qui ne sont pas français. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Laurence Boone, la ministre, fera son intervention en anglais, mais répondra aux questions en français et en anglais. Alors, vous avez des projets et des intérêts extrêmement différents, et d'ailleurs, ils sont reflétés par le fait qu'il y a une grande diversité de vos choix, à la fois de master et de spécialité. Je crois qu'au-delà des différences, et qui viennent du fait que vous êtes très nombreux dans cette école, je voudrais insister sur quelques points de l'identité de cette école qui, je crois qu'il faut le dire, est au cœur de Sciences Po. L'école d'affaires publiques, c'est vraiment l'ADN de Sciences Po. Vous verrez qu'à l'EAP, vous allez constamment traverser la frontière entre, d'une part, le monde de la réflexion intellectuelle académique, de l'exigence intellectuelle. Mathias Wichra vous l'a dit, vous allez beaucoup travailler, donc il y a beaucoup d'exigences qui va vous être demandées. Et d'autre part, le monde de la décision publique. Et donc, les enseignants sont à la fois des chercheurs académiques intéressés par les questions extrêmement concrètes des politiques publiques, mais aussi des professionnels avec une réflexion intellectuelle en surplomb sur leur domaine de compétences et sur leur expérience. Alors, et je peux vous assurer, et Mathias Wichra a rappelé cette expérience de président délégué du Conseil d'analyse économique auprès des premiers ministres pendant 5 ans, je peux vous assurer que cette quête de réflexion intellectuelle, de refondation intellectuelle des politiques publiques est une vraie demande du monde politique. Et cette refondation, elle doit s'appuyer sur des interactions et une meilleure intégration d'ailleurs entre le monde intellectuel et le monde professionnel et le monde politique. D'ailleurs, ton parcours, Laurence, est une parfaite illustration, je crois, de cette réussite, de cette intégration entre l'aspect intellectuel et l'aspect politique et professionnel. Alors, je vais essayer de vous présenter l'école d'affaires publiques, et je vais le faire avec l'aide d'une voyelle qui est le I majuscule. Alors le I majuscule, enfin, je ne sais pas si je vais y arriver, mais vous voyez, le I majuscule, il y a une base, une verticale et une barre transversale en haut du I. La base de l'EAP, donc du I majuscule, c'est 2 disciplines qui sont assez techniques, mais qui me paraissent fondamentales pour comprendre et agir dans le monde des affaires publiques. C'est le droit ou les réglementations, et en particulier le droit public, et c'est l'économie, et pas seulement sous l'angle des finances publiques. Je crois qu'on est dans un monde où il y a à la fois de la norme et des incitations. Et l'interaction entre les normes et les incitations me paraît essentielle pour comprendre et pour agir dans le domaine des politiques publiques. La partie verticale, c'est les spécialités, les différents masters que vous avez choisis, les 11 spécialités, qui vous permettent d'approfondir et de vous professionnaliser sur un domaine spécifique et où on vous demande en effet d'être relativement technique et d'aller en profondeur sur ce sujet. Je peux d'ailleurs annoncer, et je suis très content d'annoncer, alors vous n'allez pas en profiter, ce sera pour l'année prochaine, mais que nous allons enrichir ces spécialités puisque nous allons créer une nouvelle spécialité autour des questions de politique éducative et de recherche qui sera donc créée l'année prochaine. Alors, ces spécialités, c'est le lieu où vous allez avoir beaucoup de conférences, de masterclass et que nous organisons dans ces 11 spécialités. Je vais vous annoncer juste 3 masterclass, il y en aura beaucoup d'autres que nous allons faire au cours des mois prochains. Jean-Noël Barrot, le ministre délégué en charge de la transition numérique,
Claire Landais, qui est la secrétaire générale du gouvernement, et la chorégraphe Biancali. Donc vous voyez une diversité de personnalités qui vont venir. Et puis aujourd'hui, vous avez le droit à la masterclass des masterclass avec la secrétaire d'État chargée de l'Europe. Il y a enfin une barre horizontale qui est en haut du I, qui correspond aux dimensions transversales de notre formation et qui fait l'identité à la fois de l'école d'affaires publiques, mais en fait plus largement de Sciences Po. Je peux vous dire que quand on discute avec des responsables dans les différents ministères, mais aussi dans le secteur privé, ils disent tous que la valeur ajoutée de l'école d'affaires publiques et aussi son identité, ce qui fait vraiment sa spécificité, c'est justement cette transversalité, c'est-à-dire le fait que quand on pense à un sujet, quand on réfléchit à un sujet, vous puissiez l'aborder en mettant en résonance les différentes dimensions de cette question et donc de réfléchir de manière transversale sur cette question en termes de dimension politique, sociale, économique, juridique, etc. Donc, par exemple, c'est la compréhension de la dimension politique et sociale des sujets environnementaux. Une autre dimension transversale, c'est l'évaluation des politiques publiques. Alors, c'est plus méthodologique. Matthias Vichra vous a dit que vous alliez travailler dur. C'est, je sais, un cours obligatoire et on l'a rendu obligatoire parce qu'on considère que c'est en effet une question extrêmement importante sur laquelle d'ailleurs la France avait pris du retard. Mais l'évaluation des politiques publiques est un sujet extrêmement important et extrêmement utile que vous vous destiniez au secteur public ou au secteur privé. Je reconnais que c'est un cours qui requiert une certaine technicité, mais encore une fois, c'est un outil indispensable dans la conduite des affaires publiques. Matthias Vichra l'a dit aussi, la dimension transversale sur laquelle on augmente le plus notre offre de cours, c'est celle de la transition environnementale, qui va percuter et qui percute déjà toutes les politiques publiques et donc qui doit être fortement présente dans toutes les spécialités. Et donc c'est là où on crée le plus de nouveaux cours. Une autre transversalité, et je pense que la ministre va difficilement être en désaccord avec moi, c'est celle de la dimension européenne, qui là encore est une dimension qui doit être présente dans toutes les spécialités. On a créé un certain nombre de cours, que ce soit dans le master d'affaires européennes, bien entendu, mais aussi dans toutes les spécialités sur cette dimension européenne, sur le fonctionnement de l'Europe au niveau institutionnel, juridique, politique, etc. Alors, je peux d'ailleurs annoncer une innovation importante cette année pour le master d'affaires européennes, c'est la création d'une grande simulation qui va durer plus d'une semaine, d'une négociation européenne qui est autour du Conseil, de la Commission et du Parlement européen. Il n'y a qu'une seule institution européenne qui fasse cette simulation européenne, et c'est ce qu'on va ajouter maintenant dans le cursus ici à l'École d'affaires publiques. Matthias Vichra y a aussi fait allusion, on s'adapte aussi à la réforme du format des concours européens et on veut diversifier les profils des étudiants qui embrassent des carrières européennes. On veut en fait qu'il y ait davantage d'étudiants qui embrassent ces carrières européennes. Ça porte ses fruits puisque, en effet, on va avoir 200 inscrits, plus de 200 inscrits cette année en 2023 à la préparation au concours européen. C'est en fait un record, donc je suis extrêmement heureux du fait qu'en effet, il y a un retour, je crois, d'intérêt et d'enthousiasme pour ces carrières européennes. Un dernier point qui, je sais, est important pour un certain nombre d'entre vous, c'est celui de la réforme de la haute fonction publique et des concours. D'abord, évidemment, pour ceux qui se destinent à ces concours, on s'est adapté à ces réformes et on va conserver l'excellence de notre préparation. L'autre dimension de cette réforme de la haute fonction publique, c'est de créer des nouvelles voies d'accès justement à la haute fonction publique que les concours. Et notre école, là encore, s'adapte et est évidemment extrêmement bien préparée, bien placée pour vous y préparer. Alors, je suis conscient que beaucoup d'entre vous, en fait, la majorité, vont aussi découvrir, grâce à des stages, grâce à des césures, grâce à l'apprentissage, grâce aussi au polysyllabe, qui tient une place très particulière à l'école d'affaires publiques, qu'il existe d'autres voies que les concours ou même que la fonction publique pour travailler pour le bien public. Donc je vous encourage aussi à aller découvrir ces nouvelles voies. Donc pour échanger sur tous ces sujets,
mais aussi potentiellement sur des sujets d'actualité, je vous propose qu'on se rencontre plus souvent. Et donc, nous allons, avec Anne-Célia Feutry, vous inviter en petits groupes à des petits déjeuners qui vont être assez réguliers pendant ce semestre et le semestre prochain, pour échanger beaucoup plus directement. C'est évident qu'à 900, c'est plus difficile, donc on le fera par groupe de 15 ou 20. Et donc, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une année académique faite de bonheur intellectuel, de travail assidu aussi, et de rencontres inattendues, parce que c'est ça aussi une scolarité à Sciences Po et à l'École d'affaires publiques. Madame la ministre, chère Laurence, je te remercie très sincèrement et au nom de tous les étudiants d'avoir accepté cet exercice de la leçon inaugurale de l'EAP, de débattre avec nos étudiants des nouveaux défis européens. Merci. Alors, monsieur le directeur, cher Mathias, monsieur le doyen, cher Philippe, je n'ai pas compris si c'était madame ou mesdames les directrices, mesdames, je crois, peut-être, et en tous les cas, chers étudiants. C'est normalement une formule de politesse quand on dit c'est un immense honneur et un grand plaisir d'être ici, mais je vais vous dire, quand je vous vois tous dans cet amphi, c'est vraiment un grand plaisir d'être là et de participer à votre première journée de master et de cette année d'études. Je dirais même que ça fait rêver de vous voir ici. Vous allez apprendre tellement de choses et il y a tellement de nouveautés. L'école s'est tellement adaptée, je crois, à l'évolution de l'actualité et on espère à ce que vous êtes, que c'est formidable. Et donc, moi aussi, je vais vous faire applaudir votre doyen et vos directeurs, parce que c'est super. Alors ça, c'est le sucre, mais après, il y a plus dur. Je lisais, pour préparer ce discours, ce qu'on attend de vous ici. Et je dois dire que c'est assez ambitieux, puisque ce qu'on attend de vous ici, et je vais citer, c'est de contribuer à construire une société fondée sur la confiance, on en a besoin, avec des solutions concrètes, innovantes, durables et éthiques pour améliorer la vie de nos concitoyens. C'est très, très ambitieux, mais c'est très heureux aussi qu'on vous demande cela, d'autant plus que l'école d'affaires publiques de Sciences Po a une caractéristique absolument unique, je crois, et Philippe a mentionné le Collège de Bruges pour les simulations, mais vous êtes probablement l'école ou une des écoles en Europe avec le plus grand ancrage européen. Et donc c'est pour moi un honneur d'être là aujourd'hui, et pour vous, je crois, j'espère que c'est formidable, parce que l'Europe est en train de rentrer dans une période de transformation absolument extraordinaire, avec des ambitions très fortes, qui est celle d'être une puissance souveraine. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être une vraie puissance stratégique, géopolitique, indépendante, droit dans ses bottes et ses valeurs. On y reviendra, mais essentiellement démocratique et écologique. Alors, il y avait un garçon italien qui s'appelait Altiero Spinelli, et qui n'était pas beaucoup plus vieux que vous, quand, à l'été 1941, alors qu'il était enfermé dans une cellule sur l'île déserte de Ventotene, avec un formidable accent italien, il a écrit un manifeste pour une Europe libre et unie. Et puis il l'a écrit sur un papier à cigarette, il l'a caché dans une boîte en fer avec derrière un faux fond. Et alors qu'il était déporté par le pouvoir fasciste italien, ce qu'il a écrit, c'était un vibrant plaidoyer en faveur de l'unité et de la solidarité entre États européens. Évidemment, plus de 80 années sont passées depuis sa publication. Et l'union des pays européens qu'il avait imaginée, aujourd'hui, c'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité, mais en même temps, et je suis sûre que vous aurez beaucoup de questions là-dessus, on peut dire que l'ère de la construction européenne heureuse
elle semble aujourd'hui assez lointaine. Si on regarde juste les 20 dernières années, le continent européen a traversé une succession de chocs, et en fait des chocs qui remettent en question tout ce sur quoi l'Union européenne a été construite, puisqu'ils remettent en question l'espoir qu'on était en train de construire, parce que nous aussi, on y croyait, donc on compte sur vous pour prendre la relève. Un monde de coopération, de paix, qu'on atteindrait sans effort, et en grande partie avec la magie du commerce international. D'ailleurs, votre doyen était un des leaders de ces travaux sur comment le commerce international allait permettre de diffuser nos valeurs démocratiques. Et en fait, ces 20 dernières années, ce qu'on a eu, c'est des crises financières, une crise migratoire, des crises économiques, des crises institutionnelles. On a un réveil de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. On a certaines grandes puissances régionales qui sont agressives. On a l'invasion russe de l'Ukraine et puis l'ouverture aux échanges n'a pas toujours été formidable et je crois que tous ceux qui ont fait des études d'économie aujourd'hui le reconnaissent. Donc le projet européen aujourd'hui, il est complètement à réinventer. Et d'autant plus, je reviens d'Europe de l'Est avec des Balkans, avec la Moldavie qui tremble, coincée à côté de l'Ukraine, parce que si l'Ukraine cède, c'est eux que la Russie envahira. On a un vrai spectre de division dans l'Europe et sur les valeurs aussi. On a un spectre de division parce qu'il y a de fortes répercussions économiques et sociales de la guerre en Ukraine. Et quand on a des divisions comme ça, on a toujours une résurgence, des discours autoritaires, des partis populistes, puisqu'ils ont toujours des solutions simplistes, et puis faire de l'idéal européen le bouc émissaire, c'est tellement facile. Alors je crois qu'aujourd'hui, quand vous commencez votre master, l'Union européenne est vulnérable. Elle est vulnérable, mais elle peut sortir plus forte et grandir de cette période si on arrive à faire face à 3 grands défis que je voudrais partager avec vous et sur lesquels j'espère que vous serez nombreux à travailler pendant vos études et après. D'abord, un vrai défi géopolitique. Ensuite, un défi économique. On parlait d'industrialisation et d'écologie. Et puis, le plus grand défi, et j'en parlerai un peu à la fin, c'est que chacun se sente profondément attaché à ce qu'est l'Europe. Alors, avant de commencer ça, je voudrais juste vous demander qui vient d'ailleurs que la France. Super. Et donc, if you don't mind for the French one, I'm now going to switch to English because I think it will be easier for some of you. And don't make fun of my accent, please. I've never managed to lose it, sorry. So the first challenge, as I was saying, is geopolitical. And what we need, and this is really the first emergency, we need to continue to help Ukraine win the war. Because what Russia is doing is not only a humanitarian disaster, but what it's doing is to try and sometimes succeed in undermining our values, in undermining the rule of law, the democracy, the rules-based order, because it's threatening the territorial integrity and the sovereignty of Ukraine, and it's using misinformation, disinformation, hunger, manipulating cereal prices, as well as energy prices to undermine our own democracy and what makes the European Union. So we need Ukraine to succeed, and we probably should have been stronger when Russia invaded Crimea and when Russia was attacking Georgia. As I was mentioning just earlier, I was in Slovenia and I was discussing with Maja Sandu, the president of the Republic of Moldova, and she's explaining it very well. You know, Ukraine has more than 1,000 kilometers of border with Russia. If Ukraine loses, Moldova also has 1,000 kilometers of border with Ukraine. They will be next on the line. So the war is meaning something for them. It's the same with Poland. Anyone from Poland here? Okay, so I can share that with you. In my previous job, I had a head of staff who was Polish.
And when Russia invaded Ukraine, they looked at me and they said, you, because of your geographic position, because of your history, you cannot understand how scared we are. Do you agree? And I think it was a lesson for us, and it is still a lesson. What is obvious for you has by now become obvious for us, that we cannot let Russia win that one. But obviously it has a cost for us, and we need to be strong and help people be resilient in this war so that there's no fatigue and we continue helping Ukraine. And there will only be peace, and some people are trying to push for negotiation no matter what, but there will only be peace when Ukraine decides it and on the condition of Ukraine. That is why we're saying that, not to let Russia win. In the same way, so that means we have to focus on Ukraine, on supporting Ukraine. The second thing we have to focus on geopolitically is we Europeans will have to lead the reconstruction for Ukraine. We will need to put in place a Marshall Plan like the US did for us European, because that will be essential to ensure that Ukraine remains anchored within the European Union, on the side of democracy and values, not on the side of Russia. And here it will also be essential to show that the EU can guarantee the security of Europe. If we don't do that for Ukraine, who will believe that we can guarantee the security of the continent? Sorry. So that's the first bracket of geopolitics I wanted to mention. Now, if we talk about Ukraine, obviously we have to talk about enlargement. And you will be the generation that will say yes to enlargement of the EU, because it will take a bit of time. You will say yes because it will be crucial for the future and the well-being of Ukrainians, Moldova citizens, but also the Balkans, who have been waiting for such a long time. And we know that we cannot afford to leave the Balkan drift away like we have done in the past. This enlargement is the key to our security and the stability of the continent. We will obviously have to debate and convince citizens of this, because that is not the natural instinct to believe that enlargement is good for the people within the EU. That will be a huge work. And for these reasons, we have to change two things. We have to change the way we do enlargement. It has to be faster and more robust, because we know that some countries have got into the European Union and have sometimes not fully respected the rule of law and what makes our democracy strong. So we have to change that. We have to make sure it happens and it is long-lasting. And we will also have the huge task of reforming the EU. We have an EU for 27, which was designed for 12. So it's working okay. It could work better. And I think when we'll be 30-something, it will definitely need to be different. And this is a huge task ahead of us, and I'm very happy to hear from Philippe and Matthias that you will be learning about European institutions, because you need to know them if you want to change them. So that's the second part of the geopolitical challenge. And the one thing I want to say about enlargement, we need to do better. We need to help them access faster. We need to reform all of us as well. But on top of this, the top priority of this is we need from everyone, candidate countries like the EU, a very strong political commitment to the rule of law. So sometimes rule of law sounds very abstract, and perhaps you will forgive me if I say something that's obvious for you, but just to remind that it is very, very, very concrete. It's the independence and the impartiality of justice. Right? You want a justice that is fair to you and to everyone. It's the diversity and independence of media. You want to be able to read a variety of opinion, not government propaganda, which we never do. You want no corruption, right? Money, and especially public money, has to be very fairly and with a lot of integrity managed. And you want clear and transparent financing of political parties, so that you have a true democratic debate.
All of these are non-negotiable. They're the foundation of the EU, and they are the rule of law. And this is the pillar on which we have to build enlargement. Obviously, we will also have to change some policies which were designed 30, 40, or 80 years ago for some of them, the governance of those policies and the budget of the EU. And I'll come back to this later. So that's the first part. It's the geopolitical challenge. I hope a lot of you will work on this. I think it's an amazing topic, very complex, but then Matthias said that you're going to work super hard, so I trust you. The second challenge is economics. Because we cannot have a strong geopolitical power if we are not strong economically. And we will not be heard. It's not a mystery why the US is a dominating power, why China wants to be another one. It's because economically they are getting stronger. Now, we are European. If we were just playing the American for a few words, that's what if I was American, I would talk about Europe that way. We have an unmatched economic potential, believe me. The EU is the largest economy in the world. This is true. 440 million people, 100 more than the US. With a GDP per head of 25,000 euro, that's many times more than any Chinese citizen. It's the world's largest trading bloc. The EU has 80 trading partners. The US has 20. Okay, so I'm saying this because we can do it. We can be a very strong geopolitical power. And the fact is that the EU has embraced globalization like no other region over the past decade, which has brought huge benefits, but it also has not been done without mistakes. We have, and you know some of them, we have become too dependent on unfriendly countries for energy and other strategic goods. And those countries have not hesitated to weaponize those dependencies. We have believed that trade would ensure the diffusion of our values throughout the world. And we have believed that everyone would benefit from trade. And it's true, overall we've gained a lot, but as I said, the dependency, some of them have made us vulnerable. It's now quite obvious that trade is not enough to diffuse democracy, and it's also quite obvious that too many people have been left behind. So we have started to address those issues, but we need to continue and we need to do a lot better. And the first thing is to get a strong economy with a very high level of quality jobs. We need to solve our energy issue. And we have been making progress since the beginning of the war because we have been moving away from our dependency on Russian oil and gas. I was talking about Moldova. They used to import 100% of their gas. They import 0 today. Obviously, it's costly. And we also have been engaging in the energy transition faster than any region in the world. So when I say that, people look at me with, they're usually quite anxious because they think, really? But if we are the fastest, what are the others doing? But we are the fastest, and we are doing a lot, because the only way we can reduce our energy dependency on those unfriendly countries is by becoming greener. That's the only way. So energy independence and energy transition go hand in hand, and no one should doubt that. And it's great that you have so much of your curriculum on this. It's not enough to say that we're moving from fossil fuel. If we want a true European energy market, if we want solidarity like we had the last winter, we need a lot more interconnection than we have. So this energy transition will allow us to have secure supply of energy at competitive prices, and that is both serving the energy cause and the economic one. And it's the first thing we must focus on, because the first reason why firms sometimes say they're moving to the US is because the energy is cheaper. Okay, so that's about energy. Now, industry. Why do we want to bring back industrial jobs to Europe? Because they are good jobs.
because they are jobs that are across the territories. They're not concentrated in the big capital cities. They're all over the place. And why do people turn towards populists? Because they think they will have better jobs with more money. We must be able to offer that to them. Otherwise, we are not showing that Europe is helpful to everyone. Okay, so I will spare you, I'm sure you will learn about it, the long list of texts that the EU has been drafting and agreeing on to re-industrialize Europe. But basically, we're increasing investment in healthcare. We cannot hear people saying they cannot find antibiotics for their kids and have to run from one pharmacy to the other. We are investing in semiconductors. We're investing in everything that's related to energy transition. In fact, about a third of EU money goes to the energy transition for a greener industry. And we are allowing state support for this investment, which goes counter to all the rules we had in the EU. But that's because we want it to go faster and to be more efficient. And the ultimate reason is we need to create more jobs as well, and in the clean sector. So we will put on the table whatever is needed for this. Just here in France, 90,000 jobs have been created over the recent past. That's not enough. We need to go faster and bigger. So we want energy independency and decarbonization. We want a strong green industry for the economic, and then we want to be a bit less naive and a bit more assertive. Okay, and honestly, that's a real mental revolution for the EU, believe me. We used to believe in free trade like religion. Now, we know, we cannot be the only one in the world to believe in free trade regulated by the WTO. When other powers start going counter to this, then we have to react. So what do? We also want to remain open. If we want to build up windmills, we will need materials from elsewhere outside the EU. Okay. So we have 440 million customers. That's a lot of people. And with this power, because many, many firms want to access our market, we can demand a lot of things to those people who want to access our market. The first thing is we demand greater reciprocity. Okay? When we ask our firms to have some social and environmental norms, and you were talking about norms, then we want external firms to actually sell the products which respect those social and environmental norms. I know it sounds a bit weird that this is not the case already, but it is not, and we need to reverse this. The second thing is when we negotiate a trade agreement, okay, when we negotiate a trade agreement, we want those trade agreements to respect very clear and simple criteria. First, environmental sustainability. Again, we do impose environmental norms. We want the others to do that. We want those to actually be of strategic interest. For example, the trade agreement with Chile, they want to access our market. They have lithium, which is super important for clean energy. This is strategically interesting for both of us. And obviously, we want a fair balance of concession. And the reason, for example, why the EU has not been able to sign so far the Mercosur trade agreement, it's because it doesn't respect our environmental values. It doesn't abide by the COP21. It was designed before, and there is the regulation on deforestation that some of you may know about, which it doesn't respect either. So when it does, then we will be engaging in a better discussion. And conversely, we have signed an agreement with New Zealand because it does respect the Paris Agreement and because it does respect all these objectives. And last but probably not least, we won't tolerate any longer unfair competition from other states. So if one country subsidizes very heavily, for example, electric vehicles, and try and gain market share in Europe, so in effect discouraging some firms in Europe or shutting down some firms in Europe because they cannot be competitive any longer. So if
the countries that do that, the firms that are heavily subsidized, we will tax them or we will constrain the import of those vehicles. They won't get into the market any longer. And that way we will restore fair competition and keep the jobs at the same time. And this is not about protectionism. This is about being fair in competition. And I talk about the environmental norms that we have, but it's the same for the social norms. The EU has not signed an investment agreement with China because China has not signed the forced labor ILO convention. We don't want forced labor. That's about our values. Okay, I'm getting too long, a bit too long. So I'll skip a bit of it and I'll go to the third part before you start doing this. I just wanted to end on the feeling of belonging. So on the very first session of the European Parliament in July 1979, Louise Weiss, who was just elected, said something which I'm sure you will recognize Europe a bit. She said, "It is impossible to imagine Europe without Europeans. Yet, European institutions have dealt with European beetroot, European butter, European cheese, wine, veal, or even pigs, but they have not dealt with people." And if I ask you to raise your hand if you feel like that, I may be scared with the result. I'll try it anyway. Okay, so you don't believe that. You think Europe has been dealing with people, and you do feel European? Okay, great. Then I have very little to say, and I can conclude with this. I just want to add one thing. One of the transformations you will have to do is, we are talking about all this spending and these policies, okay? But every year and every 7 years, we're fighting like crazy about how much money do we want to put in the common pot of Europe. And the fact is we put very little. We put 1%. And we usually say, okay, we'll do this, but we won't spend. I think if we want to be the one who lead the Ukraine reconstruction, if we want to be the leaders in the energy transition, in the digital transition, if we want to have another recovery plan like Next Generation EU, we will have to think about the European budget differently. And that is also something on which we count on you. So you're starting a fabulous year, and I hope a fabulous life related to Europe. And with that, I'll stop here, and thank you. Merci Madame la Ministre, merci Laurence. Donc on va passer à la séance questions-réponses. On peut le faire en anglais et en français bien entendu. On a un peu plus d'une demi-heure, donc je vous invite à poser toutes les questions évidemment que vous voulez. Peut-être essayer d'avoir des questions relativement courtes de telle manière qu'on puisse aborder tous les sujets. Donc il y a 2 micros, je pense qu'il y en a aussi en haut et je vois déjà une main levée en haut. Donc je vous invite à vous rapprocher des micros pour poser ces questions et on va peut-être commencer justement tout en haut puisqu'il y avait une main levée. Et le micro est, je crois, juste là. Voilà, allez-y. Hello, thank you so much for the opening. It was very interesting. My name is Marlena, and I have a small question regarding some of the words you said about making the negotiations in Ukraine's accession faster, right? Because, of course, some of the points could be omitted or overlooked by the European Union. However, to some extent, wouldn't it also impact the way that countries within the European Union would respect the values of the organization, right? So, for instance, like in some cases of constitutional order, I think that was the major issue of Ukraine entering the European Union. Wouldn't then other countries such as Poland or Hungary have more and more
excuses to not oblige to some of the terms of being part of the organization? I would be super interested about the answer. Thank you so much. Allez-y, on va peut-être prendre 2 questions et puis ensuite la ministre vous répondra. Bonjour. Merci pour cette leçon inaugurale. J'ai une question concernant aussi l'Ukraine, parce que j'aimerais savoir en fait si ce serait peut-être pas mieux, en tout cas pour les souffrances qu'il y a sur place des gens, d'essayer de passer à des négociations, parce que les relations internationales ont souvent marché, on est très familier avec ça en Europe, sur l'agression et sur l'attaque, et négocier avec Vladimir Poutine, ce ne serait pas vraiment comme négocier avec Hitler par exemple. Et c'est vrai que je me demande si des négociations peut-être un petit peu modestes, comme c'était le cas pour la Corée du Nord et la Corée du Sud en 1953, avec un armistice finalement, serait peut-être plus innovant que d'avoir une vision démocratie contre dictature, peut-être un peu trop manichéenne. Alors, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais voilà, merci beaucoup. Okay, so I'll answer first in English et ensuite en français. So there are two elements for your question. First, there will be conditions, right? When I say we want to go faster, what I mean is we need to help them. They have to acquire, as fast as possible, laws that we've been building for 70 years. So they need support for this. And when I talk about the rule of law, it's also because we have those examples. By the way, there is the EU, there is a peer review, so all of us, France, Germany, Spain, Italy, all of us, we have a review about the rule of law in our countries. And all of us have things to improve. But some of us have more to improve than others. And there is an ongoing process with Poland and with Hungary about some aspect of the rule of law in their countries. And the reason why I'm insisting on it as well is because most European countries, if not all, they do want these things not to happen any longer. We want the highest criteria for this. So the accession and the reform of the EU will have to put the rule of law as the top of priority. I hope this answers your question. But we will be tough, all of us, on the criteria. And there are some tougher than the French, believe me. Thank you. You're welcome. Oui, il y a des souffrances et évidemment, personne ne veut que ces souffrances durent. Il y a des crimes de guerre, il y a des déportations d'enfants par la Russie, d'enfants qu'on ne connaît pas le nombre ni où ils disparaissent. On a négocié pour la Géorgie, on a négocié pour la Crimée. Si on négocie pour l'Ukraine avant que l'Ukraine ne décide et avant que l'Ukraine ait le respect de son intégrité territoriale, la Pologne se sent la prochaine sur la liste. Donc je ne suis pas sûre qu'à moyen terme, on arrive à une meilleure solution. Mais ce que je vous propose, c'est de passer le micro peut-être à votre camarade polonais. J'ai vu qu'il y en avait, vous étiez 2 là, et peut-être vous voulez dire quelque chose là-dessus. Vous avez un micro juste là. Thank you very much, Madam Minister. It seems that the West has learned its lesson because we've been repeating for the past 20 years that you don't negotiate with Putin, and we would know how it would end. Today, you mentioned the first session of the European Parliament, and I would like to go back to the speech of Simone Weil when she was elected the President of the European Parliament. She said that if the challenges facing Europe are to be met, we need Europe of cooperation, of solidarity and independence. And I would like, how do you see we can assure that countries in the East, not only Poland, but also the Baltic states, will be safe, not depending on the US for the military support, but rather on us, Europeans? Thanks. So that's an interesting question and one I haven't mentioned, but we
we have started to build a European of defense, not as a competitor to NATO, but as a complement or a very strong pillar within NATO. And the French president talked about it yesterday in a quite long speech, so in a lot of details. It is very important that we are self-sufficient in terms of defense within NATO, because we don't know what will happen in the US in a year's time. And we need to have put the seeds of a defense industry as well as of defense operation. And that's what we're trying to do also with Ukraine and a fund that has a very bad name because it's called the European Peace Facility, but it's really dedicated to support countries at war. So for this, and not everyone, it's not easy. Not everyone has been investing in defense. I mean, we didn't want, right, to redeploy military. It would be better if we didn't have to do that. But we need it today, and we are doing it as fast as possible and with the unity of the EU. I think you can have hope because for 18 months, there has been unanimous support to Ukraine. And there has been discussion. You will do negotiation simulation. It's sometimes tough. There are different opinions. But we need to find this consensus and this unity. S'il y a d'autres questions, le mieux c'est de vous rapprocher du micro, peut-être. Allez-y. Bonsoir Madame la Ministre, merci pour cette leçon inaugurale. Vous avez évoqué la politique de réindustrialisation et elle me tient particulièrement à cœur puisque je viens de Dunkerque avec les entreprises taïwanaises qui se sont implémentées il y a peu de temps. Ma question est toute simple. Pensez-vous qu'un projet comme celui qui a vu le jour à Dunkerque et qui a un impact sur l'environnement absolument incroyable en qualité économique ou même démographique peut réellement voir le jour dans d'autres pays d'Europe comme en Pologne ou je pense en Croatie par exemple avec les intérêts portuaires qu'il pourrait avoir? Et est-ce que les investisseurs pourraient avoir la volonté de lancer les projets dans d'autres pays européens et les dirigeants de ces pays pourraient également avoir la volonté d'accueillir ces nouvelles entreprises? Merci. On va peut-être prendre une deuxième question. Alors ici. Bonsoir Madame la Ministre, merci pour votre propos. Vous avez parlé de l'état de droit dans votre première partie de vos trois parties. Je pense qu'on est tous ici attachés particulièrement à l'état de droit, mais j'aimerais savoir comment est-ce que vous pensez que l'Europe peut peut-être avoir plus de contrôle sur ça, notamment quand on voit que ça touche tous les pays, y compris la France, quand on voit la reprise du JDD par le groupe Bolloré, ou alors même la contrôleuse des lieux de privation de liberté qui dit qu'il y a eu un usage abusif de la mise en garde à vue pendant la contestation de la réforme des retraites. Comment est-ce que l'Union européenne pourrait contrôler d'une certaine manière le respect de l'état de droit? Merci. Merci. Alors, pour la réindustrialisation et Dunkerque, bien sûr, je vous ai... Ah, ça y est, je vous ai retrouvé. Bien sûr, partout, l'objectif, c'est que ce soit partout. Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a des financements européens, qui sont en général la Banque européenne d'investissement qui peut aider à amorcer ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a changé les règles sur les aides d'État de façon à aider les gouvernements à soutenir leurs entreprises. Il y a un bémol à ça, c'est que évidemment l'Allemagne ou la France peuvent faire de grosses aides d'État et pas forcément les petits pays. Donc de ce que nous, France, on a demandé, c'est ce qu'on appelle un fonds de souveraineté. Donc qu'on mette des ressources en commun pour les pays qui ont moins de ressources budgétaires pour faire ça. Et puis aussi de la flexibilité dans l'utilisation des fonds européens dont ils disposent déjà, soit via le plan de relance, soit les fonds de cohésion. Mais... grâce à l'orage, j'ai atterri en Croatie au lieu d'atterrir en Slovénie hier. Je peux vous assurer que la Croatie comme la Slovénie ont plein de projets. Par exemple, on n'aime pas forcément ça, mais d'une centrale nucléaire sur la frontière slovène-croate qui servirait toute la région. Il y a des projets en Slovénie avec le port de Koper pour l'élargir. Tout le monde doit faire ça. Le but, c'est effectivement qu'il y ait des industries. C'est la même chose que ce que fait Biden avec son Inflation Reduction Act. Et il faut qu'on le fasse parce qu'on a été,
parce que je crois qu'il n'y a pas un économiste aujourd'hui qui ne reconnaît pas qu'avec l'ouverture aux échanges et la technologie, et c'est surtout la technologie, on a perdu certaines régions. Donc il faut revenir, remettre des jobs là. Sur l'état de droit, deux choses. La première, c'est qu'il y a un rapport, alors où vous êtes, merci. Tous les ans, l'Union européenne et d'ailleurs le Conseil de l'Europe aussi, qui est une autre institution, étudie l'état de droit dans chaque pays de l'Union européenne, et le Conseil de l'Europe, comme vous savez, c'est dans un plus grand nombre de pays, fait des rapports, de la publicité, demande des changements, et dans des cas plus poussés comme la Pologne ou la Hongrie, ne verse pas de fonds européens tant que ces changements n'ont pas été effectués. Donc, il y en a. Vous allez en entendre parler, vous en entendrez, je crois, de plus en plus parler. Sur l'affaire du JDD, j'ai envie de vous dire, il y a deux choses. D'abord, il y a la pluralité des médias. On peut lire l'Humanité en France, on peut lire JDD, on peut lire Le Monde, on peut lire Les Échos, et ça, c'est hyper important. Ce qu'il faut, c'est avoir cette diversité. Et après, personne n'est obligé de parler ou de lire là-dedans. La deuxième chose, quand vous parlez de l'usage abusif des gardes à vue, ça fait partie du soupçon de, je ne sais pas si c'est avéré, mais en tout cas, ça fait partie des choses qui sont revues chaque année. Et je crois que c'est bien que ce soit revu. On en discute entre pays européens, on s'interroge les uns les autres, et c'est à mon niveau dans le Conseil des ministres de l'Europe qu'on fait ça, et on se rencontre tous les mois. Et j'allais dire une dernière chose, qu'on puisse parler de ça, que ça puisse être dans les médias, qu'on puisse critiquer, c'est l'expression de l'état de droit. Allez-y, on va prendre deux autres questions. Allez-y. Bonsoir Madame la Secrétaire d'État, merci beaucoup pour votre intervention ce soir. Vous avez évoqué en début de partie une Europe souveraine, notamment via le biais géopolitique. Moi j'avais une question sur cette construction géopolitique de l'Union européenne, quand les 27 États n'arrivent pas encore à se mettre d'accord sur l'approche à apporter, que chacun parle de sa voix propre, notamment sur la situation au Sahel, sur l'Indo-Pacifique. Donc comment parvenir à cette réalité alors qu'on semble aujourd'hui bien loin d'une osmose entre les pays européens sur le plan géopolitique. Et on va prendre une deuxième question à gauche. Thank you very much for coming here tonight. And I would have a question regarding populism and disinformation. So how should Europe deal with the rise of disinformation, especially in the online sphere, thinking also the new technologies like artificial intelligence and the rise of deepfakes and so on? Thank you very much. Alors, on peut toujours regarder le verre à moitié vide. Je vous ai repéré à moitié vide ou à moitié plein. Si on le regarde à moitié plein, les sanctions contre l'Ukraine, il y a 11 paquets, elles ont été prises à l'unanimité. Mettre en place une industrie de défense, ça a été pris à l'unanimité. Le texte, tous les textes sur la réindustrialisation sont en train d'être votés. Je crois qu'on a la transition énergétique. Et ça, c'est une formidable transformation. Je peux vous assurer, et j'espère que vous participerez aux élections européennes, je peux vous assurer qu'il y a des partis qui vont se battre contre tout ce qui a été fait sur la transition énergétique. Et ça, c'est quelque chose à mon sens, qu'il faudra préserver. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et vous parlez d'osmose, mais en fait, plein de pays n'ont pas envie d'être fondus dans l'Union européenne. Et je crois que je ne sais plus qui a dit qu'il fallait qu'on soit unis dans la diversité. Et je trouve que c'est, si vous me permettez, une meilleure définition que l'osmose. On est différents. Vous l'avez entendu entre la vue de Pologne ou de votre camarade sur la guerre en Ukraine. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à se parler et à faire des choses ensemble. On disinformation and misinformation, where are you? Yeah. So it's one of the most difficult things to address. I think we have to acknowledge that. So we have a series of texts as well, the Digital Market Act, the Digital Service Act. I'm sure you will learn a lot more about it.
but it's super difficult for a variety of reasons, because they are wrong facts, but more than wrong facts, there's a series of algorithms that send you all the information that, or interpretation that may be wrong on one thing. And these algorithms, they put you in a bubble, and you don't see a diversity of opinion, which in my view is the most dangerous. There is an Italian writer, and we were talking about it with Matthias and Philippe before here, which, if you haven't done already, I think you should read. He's written a book called Les ingénieurs du chaos, en anglais. Mathias, tu te rappelles? Chaos Engineers, de Giulio Ampeloni. On vous donnera, we will give you the title, and I strongly invite you to read it about all this. We haven't found the solution yet. Your thesis for the master. Allez-y. Hi there. So thank you for your talk. You previously mentioned the idea of faster and more robust integration for other European countries. And while I'm sure it's an ideal that many of us might agree with, what exactly do you see us doing concretely to achieve this? I mean, I imagine, sort of given the emphasis that you've placed on putting European values and the obeying the rule of law sort of central to all this, perhaps an idea of a more tiered Europe isn't quite the direction we might wish to go in, but overall, how exactly are we going to incentivize faster institutional alignment, or even sort of incentivize institutional alignment for people who are already members of the EU? Is there something which we ought to be changing that we were doing incorrectly before? Thank you. Bonsoir Madame la Ministre. Donc moi, ma question, elle est plutôt sur le domaine de l'énergie, puisque vous mentionnez que l'Union européenne doit arrêter d'être naïve et que les pays sont également divers à l'intérieur de cette union. Je me permets de rappeler qu'une fois que l'Allemagne était dans une position plutôt de leader européen et que la conjoncture nous plaçait plutôt comme second, si ce n'est après, l'Allemagne a su mettre en place une série de politiques européennes, notamment les paquets énergétiques successifs, ou encore on peut se rappeler des débats assez forts et la tentative avortée d'éviction du nucléaire de la taxonomie verte européenne. Maintenant que l'Allemagne rencontre des temps plus compliqués du fait de mauvais choix stratégiques et que la France semble mieux tirer l'épingle du jeu, est-ce que la France va assumer une position de leader européen qui valorisera ses intérêts nationaux à l'intérieur de cette union? Je vous remercie. So, can you raise your hand? Yeah, thanks. I talk about enlargement, which doesn't necessarily mean fostering further integration. It depends on the countries. We do want further integration on some policies. For example, the budget for energy or defense is important. But you have some countries like Hungary or Poland who might not want at all further integration. So we have the rule of law, which is our common basis. Then there is the internal market, and that's probably part of the core of the EU. And then there are other policies. But the rule of law cannot be separated from the internal market. If there is funding from the EU towards one country, this money cannot be used against the rule of law. That's as simple and perhaps as violent as that. But on what would make a core further integrated, we need to work on this. You're welcome to help. And on what people perhaps want to do less in some countries, we need also to work. But they are, I think the core is the rule of law and the internal market as well. Alors sur l'énergie, merci. L'Allemagne et nous, on ne part pas de la même position sur l'énergie. Mais en tous les cas, et l'Allemagne et la France ont le même objectif, qui est zéro émission de carbone d'ici à 2050 et d'avoir réduit de 55% d'ici à 2035. Que l'Allemagne ne veuille pas faire de nucléaire chez elle, c'est son choix.
Les traités autorisent à faire ce qu'on veut comme mix énergétique, bien évidemment au-delà des mix énergétiques qui polluent, puisqu'on s'est tous, qui émettent des gaz à effet de serre, puisqu'on s'est tous engagés à réduire les émissions. Maintenant, nous, on veut faire du nucléaire. La ministre de l'Énergie, Agnès Pannier-Runacher, a mis en place une alliance des pays du nucléaire. Et nous nous sommes battus, puisque c'est dans la taxonomie, c'est dans le texte sur l'industrie verte, c'est dans le texte sur la réforme du marché de l'électricité que nous sommes en train de négocier. Et j'allais dire, pour le coup, ça c'est non négociable. Le nucléaire, c'est notre choix, et dans les traités, c'est autorisé. Alors, on va prendre une question à droite et une question à gauche. Allez-y. Monsieur le doyen, Madame le ministre, actually, I'll take this in English. A lot of academics have said that we Europeans think very short term in terms of like until the next election. You need to be closer to the microphone. Oh, sorry about that. Okay, Yeah, perfect. A lot of academics have said that we Europeans think very short term, just to the next election, whereas other actors like the Chinese think very long term. So my question would just be, how can we invest in our values long term? Thank you. Thanks. Allez-y. Bonsoir Madame la Ministre, je vous remercie de votre intervention. Je voulais revenir sur le Inflation Reduction Act que vous avez mentionné et sur plus généralement comment est-ce que l'Union européenne et les pays européens qui, comme vous l'avez mentionné, ont des capacités budgétaires plus limitées que les États-Unis peuvent tenir tête à une compétition qu'on pourrait juger injuste vis-à-vis des États-Unis qui peuvent mettre de plus en plus de budget dans des aides à la réindustrialisation et donc pourrait prendre des projets qui pourraient sinon atterrir en Europe, surtout avec la chance plus que probable d'un retour d'une présidence républicaine qui serait encore moins prête à coopérer avec les Européens. On doit terminer à 20h30, donc je demanderai des questions très rapides. J'ose à peine dire des réponses rapides, mais en tout cas des réponses rapides. I'll be quick. I don't think you can say that we're so short-sighted because the European construction is 80 years long and it has been evolving throughout these 80 years. It started from 6, we're now 27, we'll be 30 plus, so that is a very, very long-term view. When we invest in the energy transition, we have a 2050 objective. When we look at the defense capacity, building a defense capacity, can you... Yes, we also have long-term objectives. Now we have an issue, which is to explain what we do. And we have an issue as well, which is to talk to young people. Young people do not vote. If you want a say in the future of Europe, and it's not about the government and it's not about whatever government in the country, it's about the European Parliament. They do vote. The energy transition law, the reindustrialization law, they will vote for the enlargement. You will have to take a stance on the enlargement. So I would say get into not necessarily politics, but talk about it and participate into the construction of Europe because you will be the one living 50 years with it. Unfortunately, well, perhaps us as well. Pour l'IRA et les pays aux capacités budgétaires, je vais être très courte. Merci. La première chose, c'est le prix de l'énergie et le fait qu'on ait une source et un approvisionnement d'énergie sûr. On n'a pas manqué de gaz l'année dernière, il ne faut pas qu'on en manque. Donc ça, c'est la transition. C'est hyper important. Et c'est la réforme du marché de l'électricité que votre camarade sur le nucléaire, auquel vous faisiez allusion. Et je peux vous assurer que sur cette réforme, on aura ce qu'on voudra. Une fois qu'on a résolu, c'est la première différence avec les États-Unis. La deuxième, effectivement, les inégalités entre pays, puisque c'est à ça que vous faites allusion, aux inégalités d'accès à l'argent public. C'est la raison pour laquelle nous, France, avons demandé qu'il y ait une flexibilité dans l'usage des fonds, que les pays qui n'arrivent pas à dépenser les fonds du plan de relance européen puissent le réutiliser pour la transition énergétique, pour la réindustrialisation. Pour l'instant, on n'a pas obtenu gain de cause, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter, les choses prennent longtemps en Europe. On va prendre peut-être encore, je suis désolé, peut-être 4 questions, mais pas plus, et très rapide pour qu'on puisse terminer à 20h30. Allez-y. Madame la Ministre, merci pour votre intervention. Petite question sur, vous avez parlé des changements de mentalité au sein de l'Europe pour faire face aux défis qui arrivent.
quand on voit que la Commission européenne a voulu mettre à un haut poste une Américaine, pensez-vous que ce changement de mentalité est-il déjà au sein des institutions qui portent ces changements? Merci. Allez-y. Bonsoir Madame la Ministre. Je vais essayer de faire vite, mais vous avez parlé du coup de l'attachement de l'Union européenne à la défense des droits de l'homme. Et en lien avec cette thématique, j'aimerais évoquer avec vous la politique migratoire européenne, et notamment l'accord signé par l'Union européenne avec la Tunisie notamment. J'aimerais savoir si aujourd'hui cet accord il est remis en cause, notamment par exemple suite aux multiples révélations qui ont été faites par rapport au traitement des migrants en Tunisie. Et plus globalement, j'aimerais aussi savoir quelles sont les perspectives d'avenir de la politique migratoire européenne, notamment avec l'augmentation du nombre de réfugiés, notamment les réfugiés climatiques. Je propose qu'on prenne toutes les questions restantes, très 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 rapides, et comme ça, il y a des réponses rapides ensuite, pour qu'on termine à 20h30. Merci, allez-y. Oui, bonsoir. Une question courte. Vous nous avez dit que la sphère économique commençait à se rendre compte que l'ouverture financière et des échanges commerciaux au travers des frontières des différents pays du monde était peut-être allé trop loin. Vous nous avez indiqué qu'on allait gagner en souveraineté économique et ramener les industries dans nos pays. Je voulais savoir comment on allait détricoter ces interdépendances qui ont été construites, vous l'avez dit, pour mettre en place une stabilité et une paix mondiale, d'une part, et d'autre part, comment ça va être compatible avec une paix durable dans le futur. Merci. C'était pas une question très courte. Allez-y. Bonsoir et merci. Mais c'était une bonne question. Merci d'être venu. Vous aviez parlé du fait que l'Europe a été créée pour 12 États et qu'il faudrait modifier ses institutions pour la faire fonctionner à 30 États ou plus. Donc, quelle modification concrète des institutions vous proposeriez en ce sens? Est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter, par exemple, encore le pouvoir du Parlement européen afin qu'il devienne en fait l'institution la plus importante et la plus forte de l'Europe, étant donné que c'est la seule élue directement par le peuple? Allez-y. Bonsoir Madame la Ministre. Merci pour cette leçon inaugurale. Je vais être très rapide. Vous avez mentionné brièvement les politiques de sécurité et de défense qui sont mises en place par l'Union européenne. Et je voulais savoir, à votre avis, quelles sont la place de ces politiques qu'elles vont occuper par rapport particulièrement au pouvoir économique de l'Europe quand on regarde les défis, particulièrement les défis géopolitiques dont vous avez parlé, auxquels vont faire face l'Europe dans les prochaines années et décennies. Merci. Bonsoir Madame la Ministre, merci beaucoup pour votre venue ce soir. Ma question porte sur la prise en charge et le traitement des demandes d'asile au sein des frontières de l'Union européenne. Puisqu'il n'est évidemment pas question de transiger sur le droit d'asile, qui est, je pense, un des droits les plus importants du droit international, est-ce que vous pensez que le règlement de Dublin est vraiment optimal pour prendre en charge au mieux et accueillir dans les meilleures conditions les demandeurs d'asile sur le sol européen? On sait toutes les contraintes que ça pose sur les pays frontaliers, notamment l'Italie, la Grèce, dans une certaine mesure la France. Donc est-ce que vous pensez que c'est le moyen le plus optimal d'accueillir au mieux les demandeurs d'asile en Europe? Merci. Et la dernière question. J'essaie d'être court. Bonsoir Madame la Ministre, bonsoir Monsieur le Doyen. L'Allemagne a récemment publié sa stratégie sur la Chine et j'aimerais bien savoir à quel point la France arrive, on a beaucoup parlé de réindustrialisation ce soir, à instaurer des mesures de foreign investment screening. L'Allemagne en a beaucoup de mal avec son industrie d'automobiles lourde, je dirais. Merci bien. Beaucoup de questions. Oui. Je vais faire ça comme à Sciences Po en 3 parties. La première sur la stratégie économique. Il ne s'agit pas de fermer les frontières. Il s'agit d'être spécifique sur certaines industries qu'on considère comme clés. Sur certaines industries qu'on considère comme clés. J'ai parlé de certains médicaments. Je parle de certaines puces électroniques, mais évidemment, on va continuer de vendre des machines à laver. Ou évidemment, on va continuer d'apporter certains biens, par exemple, je ne sais pas moi, des bananes ou d'autres choses. L'idée, c'est juste de s'assurer qu'on
Et à nouveau, ce n'est pas tellement les échanges commerciaux, c'est les échanges commerciaux et la technologie qui ont conduit à des délocalisations. Je vais juste vous parler de la taxe carbone aux frontières. On demande des normes environnementales à nos entreprises. Ça pourrait être super facile de dire « Ok, moi, je vais aller travailler de l'autre côté, je vais mettre mon entreprise en dehors des frontières de l'Union européenne et comme ça, on ne va pas m'embêter avec ces normes environnementales. » Nous, on a mis une taxe carbone aux frontières pour être sûr que celui qui va de l'autre côté de la frontière européenne, quand il essaye d'exporter son produit vers l'Europe, on va le taxer. Donc, c'est plus réguler ce qui se passe. Et puis, pour ce qui est critique, on peut penser à des armes, par exemple, à qui on décide qu'on a envie d'en vendre ou pas. Ça, c'est une vraie question. On ne veut pas les vendre à n'importe qui. Et là aussi, il faut qu'on arrive à converger, puisqu'on n'a pas les mêmes règles exactement, par exemple, avec l'Allemagne là-dessus. Donc, c'est plus défendre son marché, pas être naïf quand il y a de la compétition qui est dans la concurrence injuste, parce qu'il y a d'autres entreprises qui sont excessivement subventionnées. C'est s'assurer que si on impose des normes chez nous, on les fait aussi respecter pour les produits qui viennent chez nous, mais qui sont faits ailleurs. Et pour ce qui est stratégique, comme les armes, qu'on décide où on exporte, ou ce qui est stratégique comme les données dans les aéroports, qu'on décide aussi qui va investir dans les systèmes de sécurité des aéroports ou des ports. Je ne fais allusion à, bien sûr, aucune histoire existante, comme vous l'aurez remarqué. Ça, c'est pour... donc, on ne va pas détricoter tout. En ce qui concerne Fiona Scott-Morton, puisque j'imagine que c'est à elle que vous faisiez allusion, merci. On a été super clair. À partir du moment où il y a quelqu'un qui a des conflits d'intérêts, il faut dévoiler les conflits d'intérêts de façon transparente et que la personne en question se déporte. Et puis, il y a des postes stratégiques qui doivent être réservés aux Européens. Est-ce que vous trouvez à la tête du département d'État aux États-Unis des non-américains ? Dans le conseil de gouvernance de la Banque centrale américaine des non-américains? Non. Alors pourquoi on ferait différemment pour des postes qui sont stratégiques quand il s'agit d'analyser ce que font les GAFA? On voulait qu'en public soient connus les potentiels conflits d'intérêts. Ça n'a pas été le cas et comme vous avez vu, ça n'a pas été fait. Donc ça veut dire qu'on progresse. J'ai gardé le dernier sujet qui est celui d'asile et migration pour la fin parce que je pense que c'est un sujet, vous avez été deux, oui, vous et vous, ici. C'est le sujet, un des sujets les moins consensuels entre les pays de l'Union européenne. Les moins consensuels. Et il faut faire très attention, je crois, entre ce qui relève de la politique migratoire nationale de chaque pays et de la politique européenne. Je crois que vous y faisiez implicitement allusion. Nous n'avons tous pas le même droit d'asile. Ce que la France définit comme un pays sûr n'est pas forcément ce que Malte définit comme un pays sûr ou ce que l'Allemagne va définir comme un pays sûr. Nous n'avons pas le même financement des ONG que l'Allemagne. Nous ne sommes pas, la France, un pays de première entrée. Donc, ce qui relève de la compétence européenne, c'est les frontières extérieures. Le droit d'asile est inaliénable. Ça fait partie de nos valeurs fondamentales, on en a parlé pendant 1h30. On a le droit de demander l'asile en Europe. On ne va pas demander à des réfugiés de demander l'asile dans un autre pays où ils sont menacés. C'est ce que j'expliquais à un de mes collègues européens. Vous êtes dans un pays pas sûr du tout, vous allez sonner à la porte du consulat et dire « Bonjour, je voudrais l'asile chez vous. » Oui, revenez dans 3 semaines. Ça n'a pas de sens. Il faut que les gens puissent venir demander l'asile en Europe. Donc il y a la protection et la sûreté des frontières extérieures. Ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'est qu'effectivement, il y avait les pays d'entrée qui ne pouvaient pas tous garder tous les demandeurs d'asile. J'ai été à Malte, j'ai été voir des réfugiés à Malte. Ça n'a rien à voir avec Malte, mais enfin, évidemment, on a un sujet quand on est un demandeur d'asile, dès qu'on est coincé dans un pays qui n'est pas forcément celui où on a sa famille pendant des années. Donc on n'a pas du tout réglé en européen sur le droit d'asile, pas du tout. La seule chose sur laquelle on est arrivé à se mettre d'accord à ce stade, c'est que les personnes qui rentrent dans les pays de première entrée, on va les laisser aller dans d'autres pays. C'est choisi par des accords entre les pays. La France peut aller en Italie, discuter avec les autorités italiennes et autoriser certains demandeurs d'asile à venir en France. Et on fait ça entre tous les pays européens.
pour que les pays de première entrée, d'abord les traitent correctement, ensuite qu'on participe tous dans un effort de solidarité à accueillir ces demandeurs d'asile. Et la deuxième chose sur laquelle on s'est mis d'accord en européen, c'est s'attaquer aux passeurs. Ça n'est pas possible que des gens fassent du business, du trafic humain. Ça n'est pas possible. Et alors, on le fait à la fois sur la Méditerranée et sur les frontières qui sont vers les Balkans. C'est imparfait. Je ne vais pas vous dire que c'est parfait, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, on va avoir de plus en plus de réfugiés. Donc, pour l'instant, on a fait ça. Ça suffit probablement pas, mais c'est un énorme pas. Et si Sciences Po m'y autorise et si je peux faire un peu de politique, si on a un Parlement européen qui dérive plus à droite avec les élections européennes, on va avoir beaucoup plus de problèmes. Donc, j'espère que ce pacte asile et migration, ce premier pas, on va déjà le voter maintenant. Voilà, merci. Je m'excuse d'avoir fait un peu de politique. Merci Madame la Ministre, merci chère Laurence, et vous êtes évidemment dans votre maison et bienvenue, et vous venez quand vous voulez pour parler d'Europe. Merci. Merci, et merci à vous et pour les questions directes et les désaccords. Merci. Et bonne année. Non, je suis rentrée. J'ai pas dormi. J'ai dormi 3 heures.